Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Elle aura été la première préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône. 40 mois après son arrivée à Lyon, Fabienne Bussiau tire sa révérence à l'issue d'une carrière qui l'a conduit de la Corrèze à l'Élysée, mais aussi dans différents postes de préfète dans plusieurs départements, la Loire, le Pas-de-Calais, en région Normandie, en Nouvelle-Aquitaine, avant notre région. À 10 jours de son départ, Fabienne Bussiau est notre invitée aujourd'hui pour une interview bilan de son passage à Lyon. Bonjour Madame la Préfète. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous passez le relais à Étienne Guyot dans quelques jours, qui avait déjà pris votre suite à Bordeaux, début 2023, avec beaucoup de dossiers stratégiques en cours. On va les évoquer rapidement avant de passer au bilan en tant que tel. Alors, avec les tensions internationales, on sait combien le sujet de l'énergie et de la souveraineté dans ce domaine est crucial. Où en est-on, par exemple, sur le dossier des EPR à Bugey, mais aussi au Tricastin? Comment avançons en la matière? Quel est le calendrier de déploiement? Alors, sur ce dossier, c'est un dossier majeur. Il y a plusieurs dossiers majeurs dans cette région, mais cette nouvelle paire de réacteurs, le PR2 de la plaine de l'Ain, est important. Bon, on a la procédure grand chantier est lancée, on a des réunions régulières et on est actuellement dans les délais. On tient les délais, on a réuni le premier comité des financeurs, on suit toutes les procédures qui doivent être lancées. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que l'on fait de manière concertée avec les acteurs du territoire. Vous savez qu'en plus, cette EPR2 se situe à la croisée des chemins entre 2 voire 3 départements. Là, l'Isère et aussi le Rhône va être concerné, et j'espère positivement par les impacts de cette installation. Donc voilà, pour l'instant, tout est en ordre, tout avance bien. Il faut simplement que ça avec continue. Une mise en service, donc 2035 2035, mais ça, il faudra le suivre au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on est dans les délais. Alors, au dossier qui vous tient à cœur, celui de la liaison Lyon-Turin et Oui. du contournement ferroviaire de Lyon. Alors, parfois, on a un peu l'impression qu'on fait du surplace dans ce domaine. Est-ce qu'on se trompe? Oui, on se trompe. Et quand vous faites très bien d'associer le Lyon-Turin et le contournement ferroviaire, et je me permettrais presque de rajouter un troisième dossier, l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. J'allais y venir. Mais... Ouais, non, mais parce que oui, bien sûr. les trois, en fait, sont liés. Il faut savoir que là, on a vraiment peut-être le cœur de ce qui va construire le développement économique de notre région et au-delà de notre région, du cadran sud-est de la France, dans les 10, 20, 30, 50 ans qui viennent. Il faut vraiment avoir une projection, une idée de ce qu'on veut faire de notre région dans l'avenir, et ces trois dossiers sont liés. Le contournement de Lyon, si nous ne le faisons pas, que ce soit côté nord ou côté sud également, eh bien... Oui, parce qu'on parle souvent du nord, mais il y a aussi le sud. On ne sera pas adapté à l'arrivée du Lyon-Turin, ou mal adapté. Donc on perdra beaucoup d'effets positifs que va nous amener le Lyon-Turin. Donc il faut à tout prix arriver à faire ce lien. Il ne faut pas oublier aussi que le contournement ferroviaire de Lyon est lié à l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, la liaison avec le port de Marseille, et développer le port de Marseille, permettre au port de Marseille de remonter par le fluvial, mais aussi par le ferroviaire, jusqu'à notre région, et après s'ouvrir à toute l'Europe du Nord. Mais ça place notre région, ce qu'elle a été en tout temps historique. Elle est à la croisée des chemins, elle a une place économique formidable, mais il ne faut pas faire du surplace, il faut se projeter dans l'avenir. Et ces trois dossiers sont intimement liés. Et on avance sur le Lyon-Turin, je reviens à votre dossier, puisque là, on travaille. Bon, le tunnel poursuit son chemin, là, c'est lancé. Et il y a déjà plusieurs kilomètres de tracé. Et là, on est sur justement les plateformes qui vont permettre d'accueillir les camions, faire monter les marchandises sur les trains. Donc, c'est parti. Et alors, est-ce qu'on risque d'avoir l'Italie prête sur ses voies d'accès de son côté à elle, un tunnel qui ouvrira, alors que les voies d'accès côté français ne seraient peut-être pas terminées? Est-ce que ça ne serait pas un handicap dramatique? Alors déjà, non. Je pense que le tout, c'est de suivre le calendrier qui est fixé, de pas... Il y a eu un peu de retard de prix, il faut quand même le reconnaître. Le côté italien, ils ont moins de kilomètres que nous à en voie d'accès. Oui. Voilà, en voie d'accès, c'est beaucoup moins important côté italien, c'est beaucoup plus important côté français. Le tunnel pourra fonctionner dans un premier temps, les voies pourront, la circulation ferroviaire pourra fonctionner dans un premier temps d'une façon pas optimale, mais très vite, derrière, il faudra passer à la vitesse supérieure, et c'est ce que nous faisons avec ces travaux et ces études qui sont lancées pour les plateformes. Alors, en termes de calendrier, ça serait quoi? Il faut s'y attendre dans la 2035, là aussi, dans ces années-là.
Et donc, vous dites côté contournement ferroviaire de Lyon, ça bouge, ça avance. Alors, côté ferroviaire, vous avez vu que nous avons lancé tout ce qui est les études pour le contournement nord de Lyon, ce qui est déjà majeur. On est beaucoup moins avancé sur le contournement sud de Lyon, ce qu'on appelle dans notre langage le céphale sud. Ce qui est important, c'est de voir le rapport qu'a fait le comité d'orientation des infrastructures, recommandé par le gouvernement, qui évoque et qui parle du contournement sud de Lyon comme étant un enjeu majeur. Donc ça y est, c'est reconnu au niveau national et c'est important, et on ne sait pas toute seule, mais le monde économique s'est aussi beaucoup battu à mes côtés pour faire reconnaître ce contournement sud parce qu'il est absolument majeur, et si le gouvernement le reconnaît, ça voudra dire que l'État à un moment s'engagera aussi, pas tout seul, mais s'engagera financièrement. Alors, vous l'avez dit, donc, cette question du transport fluvial et de l'axe Marseille, Lyon, Rhône-Saône, avec des annonces fortes également de CMA-CGM récemment, oui. Un dossier sur lequel on connaît également l'implication du président de la République. Là aussi, il est crucial d'avancer concrètement. Oui, parce que c'est vraiment développer le port de Lyon est important. Et d'ailleurs, le fait que CMA-CGM, qui est quand même un grand groupe mondial, vienne s'installer à Lyon, pour moi, c'était une nouvelle très agréable. Ça montre qu'il est arrivé aux mêmes conclusions que nous. Et si CMA-CGM s'installe là, c'est qu'il a compris que le nœud de la France, un des nœuds économiques de la France, se situait à Lyon et se situait chez nous sur ce port, en lien bien sûr avec le port de Marseille et avec les autres ports, notamment ceux de la Saône. Donc c'est extrêmement important. Si le privé et des grands patrons du privé font les mêmes conclusions que nous, c'est qu'on ne se trompe pas. Alors, à propos du président de la République, il a présenté récemment 150 projets industriels qui devraient bénéficier d'une approche dite Notre-Dame de Paris, à savoir tout mettre en œuvre pour avancer rapidement, avec des délais raccourcis, des procédures simplifiées. Sur ces 150, il y en a combien en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple ? On n'en a pas beaucoup, mais c'est des dossiers importants. On en a moins de 10, mais des dossiers majeurs sur lesquels nous travaillons déjà. Vous connaissez, le président de la République était il y a moins d'un mois, 3 semaines, même pas. Il était dans l'Allier, la mine de lithium. On sait qu'on a là le premier gisement européen en réserve de lithium. On sait aussi que c'est la quatrième réserve mondiale de lithium, et on sait le besoin que l'on a en lithium, le téléphone portable, les ordinateurs, enfin le lithium est dans tout. Et nous ne devons pas être dépendants d'autres grandes puissances que je ne citerai pas, mais tout le monde voit bien. Il faut que l'Europe, grâce à la France et à d'autres gisements ailleurs en Europe, mais la France c'est très important, on pourra être indépendant et être autonome en la matière. Alors, vous venez d'annoncer dans un autre domaine que vous rendez quasiment toutes les communes qui étaient carencées leurs compétences en matière de construction de logements, que vous aviez reprises en direct pendant quelques temps. C'est parce que vous avez vraiment réussi à inverser la tendance, ou c'est juste un cadeau de départ ? Voilà. Alors, je les ai repris, je vous le signale, depuis plus de 2 ans. Et donc, en 2 ans, les choses ont bougé ? Mais je vais vous le répondre très simplement. D'abord, quand on reprend une telle compétence, on le fait avec beaucoup de réflexion, parce que derrière, il y a toute une organisation qui se met en place, des services qui travaillent. Je salue l'équipe de la DDT qui a travaillé là-dessus. C'est pas au hasard qu'on a pris cette commune. On a besoin de logements sociaux dans notre département. Vous savez que sur 10 demandes de logements sociaux, il n'y en a qu'une qui est satisfaite. Et ces communes, depuis des années, les représentants de l'État leur signalaient chaque année, il y avait ce qu'elles appellent des amendes, enfin des prélèvements qui étaient faits parce que justement, ils ne remplissaient pas les conditions prévues par la loi, tout simplement. La fameuse loi SRU. La loi Solidarité Renouvellement Urbain. Voilà. Et il y a un moment, si vous voulez, 25% de logements sociaux quand on est une commune de plus de 5000 habitants. Alors là, on était très très loin de ces 25%. Mais là, simplement, sur un plan triennal, on fixait un pourcentage d'évolution pour créer une dynamique. Je ne leur demandais pas de monter tout de suite aux 25%. Il y aura encore un chemin à faire. Mais ces communes étaient prévenues depuis de longues années. Et puis à un moment, vous savez, c'est comme un enfant, quand on le prévient, et puis à un moment où il faut quand même... 3 fois. Et puis il faut quand même que la sanction tombe, sinon on n'est plus crédible. Et l'État se doit de défendre l'intérêt général. On l'a fait, et au bout de plus de 2 ans, d'abord il y a beaucoup aussi d'exécutifs qui ont changé. On travaille, notamment dans plusieurs communes, il y a des jeunes maires qui sont arrivés, et des nouveaux maires qui sont arrivés, avec qui on a très bien travaillé. Je pense à Caluire et Cuire, je pense à Mions, et où vraiment...
on a vraiment obtenu un résultat, puisqu'en moyenne, en 2 ans, un peu plus de 2 ans, on a multiplié par 6,7 les agréments de logements sociaux sur les communes. Alors Caluire, par exemple, les Calvier-Éclure, ils vont arriver quoi, à 21%? Alors, je n'ai pas en tête là le pourcentage, par rapport à 25, mais en tout cas, il a fait, je crois, de mémoire 59% du travail qui devait être fait. Et il y a des communes qui ont, Saint-Symphorien-d'Ozon, a dépassé, est à 105%. Donc vous voyez bien qu'il y avait des possibilités. Nous, maintenant, notre travail, ce n'était pas de faire leur place, c'était de faire la démonstration que c'était possible, contrairement à ce qui était dit. On a fait la démonstration. On va être vigilant, on va travailler en bonne intelligence avec les maires. Moi, je fais aussi... Il faut qu'on fasse confiance aux maires. Ils se sont engagés dans mon bureau. Il n'y a pas de raison que je ne leur fasse pas confiance et que l'État ne leur fasse pas confiance. Alors justement, à propos de bilan, qu'est-ce qui vous a marqué pendant ces 3 ans et demi où vous avez été préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, beaucoup de choses m'ont marqué, mais profondément, c'est cette capacité à travailler en commun. Moi, j'ai trouvé que, notamment avec le monde économique, avec des moments difficiles, je mettrais aussi le monde agricole, dans des moments difficiles, on est capable à se mettre autour de la table, à discuter et à trouver des voies, même quand le chemin est difficile, compliqué, et que malheureusement l'actualité n'est pas toujours facile et au rendez-vous. On sait trouver un chemin et on sait aussi défendre l'intérêt général. Donc j'ai trouvé ça particulièrement important. Cette région est forte économiquement, mais c'est des entreprises et un monde économique qui sait venir travailler avec l'État et qui sait venir chercher l'État, non pas pour des subventions. Le chef d'entreprise n'est pas toujours à la recherche de subventions, mais parce qu'ils savent qu'on peut être des facilitateurs et c'est ce qu'on essaie d'être. Alors, vous avez été préfète de région dans 3 régions. Oui. Alors, département beaucoup plus, mais 3 régions, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Quelle est la caractéristique qui vous a le plus marqué ici? Je reviens un peu au même sujet. Il y a une force économique ici, et Philippe Guérand le répète souvent. On est la première première des régions industrielles de France. Il y a une force économique, mais il faut néanmoins être vigilant. Les temps sont compliqués. On voit en ce moment ce qui se passe avec l'énergie. Donc attention, soyons vigilants, soyons unis et surtout, projetons-nous, ayons une perspective sur ce que demain doit être. Créer, développer une entreprise, c'est bien. Ça, c'est le chef d'entreprise, il sait très bien faire. Mais à nous de créer les mobilités, à faire que les gens puissent se déplacer, puissent venir facilement au travail. Faciliter la vie des gens, c'est aussi faciliter la vie des entreprises. Alors, sur ces 40 mois que j'évoquais, quel est votre meilleur souvenir et le plus mauvais souvenir? Alors, j'ai beaucoup de bons souvenirs. D'abord, peut-être mon bon souvenir, c'est à mon équipe que je le dois. Je dois dire que j'ai une équipe assez formidable autour de moi, qui est engagée, qui a le sens de l'État, le sens de l'intérêt général. Cette capacité à travailler avec d'autres, avec le monde économique, avec les élus aussi, ça c'est assez formidable. Je ne peux pas dire, c'est peut-être présomptueux, que j'ai de mauvais souvenirs, peut-être des dossiers sur lesquels j'aimerais que l'on avance plus vite. Vous avez parlé Aix-Mers, vous avez parlé... Mais Aix-Mers, je trouve qu'on a pris avec le rapport d'Augustin de Romanet, avec ces décisions qui viennent d'être prises sur la nouvelle gouvernance de l'Axe, c'est des choses que je portais depuis déjà plusieurs mois. Je trouve que c'est de très bonnes choses. Mais je voudrais toujours qu'on aille plus vite, plus loin. Mais cette région et ce département du Rhône, il y a un vrai potentiel. Et ce potentiel doit nous permettre de drainer tout un pays avec nous. Alors, on se souvient de François Rebsamen, alors ministre de l'Aménagement du Territoire, qui vous avait désavoué publiquement à l'Assemblée sur une expérimentation que vous aviez lancée en matière d'hébergement d'urgence. Et le lendemain, le président de la République qui vous remet une décoration et qui vous défend et qui vous dit que vous avez bien fait, que vous avez eu raison. Ça pourrait être ça, finalement, le meilleur et le pire souvenir? Vous savez... J'avais obtenu en réunion interministérielle l'accord pour faire cette expérimentation. Je ne m'étais pas lancée à la va-vite sur quelque chose de non réfléchi. Le gouvernement change. Un nouveau ministre dit il ne faut pas le faire. Je suis quand même aux ordres du gouvernement. Donc, on arrête. Mais c'est vrai que le soutien du président de la République, qu'honnêtement, je n'avais pas vu venir, était extrêmement appréciable. Et
Je crois que c'était important aussi de faire des choses en matière. Il ne suffit pas d'héberger les gens, il suffit aussi de créer de la fluidité dans ce parc d'hébergement. On ne doit pas rester 12 ans, en tout cas plus de 5 ans, comme c'est le cas de 40% des cas. Donc il faut bien créer de la fluidité pour pouvoir héberger d'autres personnes. On ne doit pas s'installer dans l'hébergement d'urgence. Je n'ai pas d'autre ambition que celle-là, c'est faire de l'administration humaine. Alors, ce poste à Lyon, c'est aussi la fin de votre carrière de haut fonctionnaire. Étudiante boursière, vous êtes un formidable exemple de méritocratie républicaine, étudiante à l'IRA, l'Institut régional d'administration à Lyon. Est-ce que vous imaginiez alors que vous pourriez revenir à Lyon un jour comme préfète de région? Au risque de vous décevoir, non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, pour moi, réussir ce concours d'entrée à l'Institut régional de l'administration, c'était, et pour mes parents, une grande fierté, et pour moi, quelque chose déjà d'extraordinaire. Par contre, c'est vraiment ici, à Lyon, que j'ai eu ce que voulait dire servir l'État et servir l'intérêt général. J'ai pris goût à ce service. J'ai aimé ce que je faisais. Et puis, c'est vrai que quand on aime ce que l'on fait, on passe des concours. On est incité aussi à passer des concours. Et je trouve que c'est formidable que la République permette le parcours que j'ai fait. Je sais d'où je suis partie. Je sais où je suis arrivée. Et je ne me suis jamais pris pour ce que je n'étais pas. Votre passage à l'Élysée sous Jacques Chirac vous a certainement aussi marqué. C'est lorsque vous étiez en poste en Corrèze qu'il vous a repéré? Oui, Jacques Chirac m'a repéré quand j'étais en Corrèze, y compris Madame Chirac d'ailleurs, parce que c'était en 1999, l'année d'une forte tempête qui avait marqué le pays. Et il se trouve que ce moment-là, il n'y avait pas le préfet et que je me suis trouvée en première ligne pour gérer cette tempête. Et quand vous êtes en Corrèze, non seulement vous gérez une crise grave, une tempête, mais en plus vous avez un président de la République qui vient et qui vient regarder comment ça se passe, ce que vous faites. Bon, et c'est vrai qu'il avait apprécié le travail que j'avais fait dans cette situation de crise et ce qui m'a valu, et j'en étais très fière, quelques années après, d'être appelée à son service à l'Élysée. Alors, autre temps fort, il y a eu la préfecture du Pas-de-Calais, avec le démantèlement de la jungle de Calais, que vous avez toujours refusé d'appeler la jungle de Calais, en disant qu'on ne parle pas de jungle quand on parle d'hommes et de femmes, décidé par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel vous avez été en première ligne. Oui, ça reste franchement un des souvenirs, un des plus forts de ma carrière, parce que c'est un dossier extrêmement humain. Puis j'ai vu des ethnies du monde entier, des Afghans, des Kurdes, des Soudanais, des Érythréens, enfin vraiment souvent de jeunes hommes qui venaient pour chercher un meilleur avenir. Et non seulement on leur installait un camp, on a organisé les choses, mais il est arrivé un moment, et j'en remercie le ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve, ça a créé des liens, je dirais, assez forts entre lui et moi quand on gère de tels dossiers. Il est arrivé un moment où ça ne pouvait plus, on était à 8000 personnes, on ne pouvait pas créer une ville ainsi, et c'est là que la décision courageuse a été prise par le gouvernement, décision que j'appelais de mes voeux, a été prise de démanteler ce camp, et il fallait que ça se passe dans de bonnes conditions, et je souhaitais ne pas avoir à faire d'ordre public, et c'est ce qu'on est arrivé à faire, et là aussi, formidable travail de toutes les équipes. À Bordeaux, il y aura les incendies en plein été. Rien ne vous a été épargné. Voilà, c'est vrai que j'ai eu une carrière où je me suis trouvée face à des crises. Vous savez, quand on gère la crise, on ne se dit pas, oh là là, qu'est-ce que c'est dur ce que je gère. On gère, on avance, il faut trouver une solution parce qu'il y a des êtres humains derrière et il y a des décisions à prendre. Et les incendies m'ont aussi beaucoup marqué parce que ça a été une crise longue. Ça a duré plusieurs semaines. On avait 2 immenses feux à 40 km d'écart. Des villes qui étaient menacées. Je me souviens de certaines nuits où on se demandait avec le directeur du SDIS si on allait perdre des pompiers dans la nuit, comment on les engageait, jusqu'où on allait dans leur engagement. Franchement, ce n'est pas tous les jours des décisions faciles à prendre, mais il fallait les prendre et les prendre avec le plus de justesse possible. Et c'est un dossier, voilà, je crois que c'est le second dossier qui m'a beaucoup marqué. Quel regard vous portez sur l'ensemble de votre carrière aujourd'hui? Une certaine fierté, et puis surtout, si ça peut servir d'exemple et de confiance dans la République. La République m'a permis d'être
ce que je suis, c'est-à-dire partir d'un milieu très modeste, d'être boursière, parce que des enseignants sont allés voir mes parents et ont dit c'est dommage qu'elle s'arrête au bac, elle sera boursière, permettez-lui au moins de faire bac+2, ce que mes parents, avec beaucoup d'amour et d'attention à mon égard, ont fait. Et puis là, à partir de là, je me suis gérée et la République a fait le reste. Et j'ai pu progresser et c'est possible. On est en France et ce genre de carrière, on peut le faire. Voilà, je le dis aussi à toutes les jeunes femmes, puisque je suis la première femme préfète de cette région, c'est possible, osez. Qu'est-ce que vous allez faire après le 18 mai, Fabienne Bussiau ? D'abord, je vais prendre des vacances, profiter de ma famille, de mes enfants. Je retourne chez moi, dans un département qui n'est pas très loin, à la frontière de cette région, dans les Hautes-Alpes. Je pense que mon envie de servir est intacte. Et je vais me mettre à la disposition de mon département et de ma ville. Voilà, s'ils ont des besoins, si je peux être utile, je le ferai volontiers. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Merci Fabienne Bussiau, d'avoir été notre invitée. Avant de nous quitter, une idée de lecture pour ce week-end. La sortie en kiosque de Lyon Décideur du mois de mai, avec notamment une interview intimiste de Véronique Sarcelli, la nouvelle présidente de la métropole de Lyon, mais aussi un retour sur les trophées des entreprises, non pas familiales, mais trophées des leaders, avec une soirée qui a primé 4 femmes. Je suis très heureux de vous offrir ce magazine. Merci. Avec un éditorial qui vous est en partie consacré. Je vous souhaite bon vent pour la suite. Et puis, je vous remercie pour la qualité des relations que vous avez su tisser avec la presse lyonnaise, dans le respect des rôles de chacun pendant ces 3 ans et demi. Bonne fin de semaine. À vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci.